La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. C'est un univers qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. La citation du jour, « La vérité n'est qu'une idée cachée derrière un mot, elle masque les faiblesses des hommes comme celles des druides », citation d'Olivier Perru qui est romancier, illustrateur, scénariste et dessinateur de bande dessinée français. L'acteur du podcast d'aujourd'hui, c'est Mathieu Alford. Il vient nous parler de son livre « De la science ésotérique des druides » aux sciences modernes, regard contemporain sur la spiritualité des Celtes. Alors c'est un livre qui offre une synthèse et une analyse d'une spiritualité méconnue de l'histoire des religions, le druidisme. Dans cet ouvrage, l'auteur, Mathieu Alford, décrit d'abord les grands traits de la culture celtique et explique aussi les principales conceptions druidiques dont nous avons connaissance. L'auteur examine ensuite les croyances celtiques sous la lumière des sciences modernes afin de les réinterpréter selon des théories actuelles qui ont tendance à confirmer des idées issues de savoirs traditionnels. L'auteur donc, Mathieu Alford, est ingénieur agronome de profession et il connaît très bien le domaine et le milieu des druides. Alors je rappelle donc que c'est un livre qui est paru aux éditions L'Harmattan. Bonjour Mathieu Alford. Alors d'où vous vient cette passion et cet intérêt pour les druides ? Alors l'intérêt remonte à mon adolescence, à vrai dire, où j'ai commencé à m'intéresser aux anciennes spiritualités, et plus particulièrement aux spiritualités proches de la nature, donc dans une quête de nos racines, de mes origines finalement. C'est là que j'ai découvert le druidisme et cette philosophie, et notamment tous les aspects philosophiques qu'il développait, aspects scientifiques également, qui là rejoint plus ma formation professionnelle. Donc c'est l'alliance des deux qui m'a particulièrement plu, alliée à la fois science et spiritualité. Oui, parce qu'on le précise, vous êtes ingénieur agronome. Voilà, ingénieur industriel agronome plus précisément, et je me suis plus spécifiquement orienté dans l'environnement, l'écologie et la conservation de la biodiversité. Et dans votre métier, vous trouvez des sortes de parallèles entre les druides et l'ingénieur agronome que vous êtes ? Par rapport à l'approche qu'ils avaient, par rapport aux sciences de la nature, hein, bien évidemment, puisque les druides étaient de fins observateurs de la nature, ils maîtrisaient la botanique, l'herboristerie, et là, dans mon métier, on étudie beaucoup les systèmes vivants, la flore en particulier, et donc oui, certainement par rapport à la botanique, ça peut constituer un point commun par rapport à une des disciplines que les druides étudiaient. Mais dites-nous un petit peu, un druide, c'est quoi exactement ? Alors, il faut distinguer, à vrai dire, le druide d'aujourd'hui du druide de l'Antiquité. On va plutôt se référer ici aux druides de l'Antiquité, tels qu'ils étaient décrits par les auteurs gréco-latins. C'était des personnages qui étaient, en fait, qui détenaient l'autorité suprême à l'époque de la société celtique. C'était eux qui détenaient le savoir, c'était des personnages aux multiples facettes, à vrai dire. Ils étaient à la fois instructeurs, prêtres, philosophes, c'est eux qui enseignaient aussi toutes ces disciplines à la jeunesse, et ils apprenaient, ils maîtrisaient toute une série de techniques, toute une série de disciplines scientifiques qu'ils enseignaient dans des confréries, et les spécialisations dans ces différentes disciplines engendraient différentes fonctions au niveau des druides, où on distingue à la fois les druides, les bardes, les vates. Donc selon les disciplines qui étaient étudiées, il y avait une spécialisation au niveau de l'ordre druidique. Alors, vous venez de parler de barde. Moi, il y a l'image d'Assurance Tourix qui me vient en tête, qui est celui qui veut chanter et qu'on empêche toujours de chanter. Donc, Assurance Tourix, le barde, était un druide aussi, alors. Voilà, donc lui plus Et c'était la même chose que dans la bande dessinée, un musicien, ou bien il y avait des différences ? Donc là, c'est évidemment plus le cliché, hein, qui a été illustré dans Astérix et Obélix. Mais le barde, donc, ce sont des personnages historiques qui ont réellement existé, qui étaient des personnages extrêmement importants à l'époque de la société celtique. Ils étaient notamment dépositaires du savoir en matière d'histoire, la poésie chantée, la poésie parlée également. Ils maîtrisaient aussi toute une série de
d'instruments, donc ils jouaient de la musique, d'où le parallèle notamment avec Assurance tout risque, mais c'était eux qui étaient vraiment dépositaires de la mémoire du peuple, de la mémoire du roi. C'était eux qui consignaient la généalogie des rois, toute l'historique par rapport aux exploits guerriers. C'était véritablement la mémoire vivante de la tribu et du roi, et ils avaient une fonction très importante puisque c'était eux qui avaient à charge de relater toute cette histoire à travers une tradition qui était essentiellement orale. Donc rien n'était consigné par écrit, donc tout devait être mémorisé, et c'était les bardes qui avaient la charge de mémoriser tous ces faits, tous ces événements, et de pouvoir les relater aux autres tribus. Ils ont laissé des écrits un petit peu, les druides? Ils n'ont laissé aucun écrit, c'était donc une tradition orale. C'est ce qui fait un peu la difficulté quand on s'intéresse à ce type de sujet, c'est qu'on a très peu de traces écrites de la tradition. Néanmoins, les archéologues, les historiens des religions ont pu reconstituer une part significative de la religion et de la spiritualité des Celtes, parce qu'on retrouve quand même certaines traces, soit au niveau des pièces archéologiques ou au niveau des textes des auteurs gréco-latins, mais on n'a jamais retrouvé véritablement un enseignement par écrit comme on peut le retrouver dans d'autres traditions, dans d'autres spiritualités. Donc il y a peut-être des choses qui se sont perdues. Certainement, là c'est une tradition dont on a perdu beaucoup de choses, et ça a été reconstitué lors de la Renaissance druidique aux alentours du XVIIIe siècle, avec différents mouvements qui se sont reconstitués et qui ont voulu essayer de reconstituer la tradition druidique, mais certainement on a perdu beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu reconstituer justement cette tradition ? Alors, il y a, je pense, une impulsion à vouloir retourner un peu aux sources, à retourner à nos origines. Et lors de cette renaissance druidique dont je viens de parler, qui a eu lieu au XVIIIe siècle, eh bien, certaines personnes ont voulu rassembler quelques survivants de la tradition pour voir s'il y avait moyen de refonder l'ordre druidique. Ce qui a dû les motiver, c'était certainement une espèce de retour aux sources, un sentiment de vouloir retrouver une spiritualité plus proche de la nature, parfois un espèce de rejet pour le christianisme, et pour pouvoir retourner vers d'autres valeurs, plus proches du paganisme cette fois-ci. Et ça a dû constituer certainement des motivations pour ces personnes qui ont voulu reconstituer cet ordre druidique. Dans les pratiques druidiques, est-ce qu'il n'y a pas un aspect un petit peu, je dirais, violent, avec entre autres les sacrifices d'animaux ? Certainement pas. Même si effectivement ce sont des pratiques qui ont eu lieu, et même, mais c'était extrêmement rare, les sacrifices humains également sont relatés par les spécialistes, mais c'était des pratiques extrêmement marginales. La plupart des disciplines druidiques étaient orientées vers les sciences de la nature, vers la médecine, l'herboristerie, la géométrie, les mathématiques, et donc cet aspect était très marginal, même si ça faisait partie des pratiques divinatoires, et effectivement des sacrifices se faisaient, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres cultures. Alors, est-ce qu'on peut comparer les druides d'hier, par exemple, aux prêtres d'aujourd'hui ? Les prêtres catholiques, vous voulez dire ? Les tout, enfin, je veux dire, à la fois les prêtres catholiques, les prêtres protestants, enfin, les pasteurs protestants. Est-ce qu'on peut faire des parallèles entre les deux d'un point de vue philosophique et spirituel ? Alors oui, puisque les druides étaient qualifiés de prêtres par les historiens. Néanmoins, ils étaient plus proches, à vrai dire, des brahmanes, de l'Inde. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils étaient décrits par des auteurs gréco-latins. On les qualifiait de brahmanes de l'Occident. Donc ils étaient à la fois des prêtres, c'était aussi des instructeurs, ils étaient dépositaires des différentes disciplines que j'ai déjà évoquées. Ils administraient le culte également, donc c'était eux qui avaient la responsabilité d'administrer le culte, c'était eux qui avaient la connaissance de toutes les différentes divinités et des différentes pratiques divinatoires qui étaient exercées. Donc oui, il y a certainement un parallèle dans cette fonction de prêtre qu'ils exerçaient. Lorsqu'on parle des philosophes européens, on imagine que ce sont souvent les Grecs ou les Romains. D'après votre livre, c'est plutôt les druides qui étaient, comme on le dit, les premiers sages et philosophes de notre culture européenne. Voilà, tout à fait. Ils font certainement partie des premiers grands sages de la culture européenne. Et puis il y a ce fameux préjugé classique qui a tendance à attribuer aux Grecs ou aux Romains l'origine de toute civilisation. Mais déjà dans l'Antiquité, au niveau de l'Europe occidentale, les druides avaient développé une philosophie assez élevée, une philosophie de l'action, orientée vers une certaine forme d'éthique. Ils essayaient d'ailleurs d'inculquer une certaine morale au niveau de la vie en société. Donc la philosophie
philosophie était déjà présente dès l'Antiquité et elle était enseignée notamment par les druides. Et elle n'est pas uniquement attribuable aux philosophes grecs. Alors, on se fait souvent une image du druide en comparant à la bande dessinée Panoramix, donc dans une robe blanche avec une barbe. Ils étaient vraiment comme ça, les druides? Non, ça c'est une image, c'est plutôt une rituelle qui a été reconstituée lors de cette renaissance druidique, notamment la sée blanche, l'image aussi de la serpent en or, tout ça sont des images totalement erronées. On a finalement très peu d'indices sur la manière dont les druides se revêtaient véritablement, puisqu'on a on n'a pas d'illustration, on n'a pas de statue qui représente les druides, donc c'est très difficile de savoir comment véritablement ils se revêtaient. Mais en tout cas, la sée druidique a notamment été attribuée par Edward Williams. C'est lui qui, lorsqu'il a réinventé les rituels druidiques, a présenté les choses et a présenté cette tenue comme étant la tenue initiatique, mais ça n'était probablement pas le cas à l'époque celtique. Donc, est-ce qu'à cette époque celtique, ils jouaient un rôle important dans la société, les druides? Oui, c'était eux qui avaient le plus grand rôle, à vrai dire, puisque ils étaient au sommet de la société. La société celtique, à vrai dire, était constituée de 3 parties. Il y avait 3 fonctions principales. Il y avait le pouvoir spirituel, qui était représenté par les druides. Il y avait la classe guerrière, représentée par le roi et les guerriers. Et puis, il y avait la classe productrice et artisanale, composée des agriculteurs, des artisans. Donc, le sommet de cette société, c'était les druides qui étaient situés au sommet. Et donc, ils détenaient l'autorité en formant un couple avec le druide et le roi. Mais à côté du roi, c'était le druide qui avait le premier mot. C'était lui aussi qui avait d'ailleurs le dernier mot, puisque la littérature explique bien que nul roi ne pouvait prendre la parole avant son druide, et que c'était donc bien le druide qui avait la décision finale, et c'est lui qui tranchait d'ailleurs tous les différends. Il avait aussi un rôle de juge pour trancher les différents problèmes. Donc c'est bien le druide qui avait l'autorité suprême dans cette société. Il y a des druides en Belgique? Alors, il y a plus de druides au sens de druides de l'Antiquité, mais il y a encore des néo-druides, les druides qui font partie des mouvements néo-druidiques. Donc, en Belgique, il y a encore certaines assemblées néo-druidiques. Elles sont assez peu nombreuses. Le mouvement est plus développé en France, en Bretagne essentiellement, surtout en Angleterre également, où là, le mouvement est très présent. Mais il existe encore quelques clairières aujourd'hui en Belgique, oui. Alors, ils croyaient en quoi, les druides? Alors, c'est assez difficile de reconstituer le système des croyances des Celtes. Néanmoins, on peut reformuler, en tout cas reconstituer certains grands traits de leurs croyances. Ils adhéraient à une conception du monde organisée en 3 parties. Ils ne considéraient pas que dans la réalité, il y avait que le monde visible. Il y avait aussi d'autres plans d'existence, des plans plus subtils, des plans invisibles. Ils avaient une vision tripartite du monde, avec d'une part la réalité visible telle qu'on la voit, d'un autre côté un plan spirituel où l'âme pouvait se diriger à la mort des individus, et puis il y avait un plan plus subtil, un monde d'en bas constitué également d'énergie immatérielle et invisible qui façonnait la réalité. Donc ils avaient une vision tripartite de l'univers. Ça, c'est un premier élément des croyances celtiques. Un deuxième élément qui est lié à cette conception ternaire des choses, c'est la croyance, la doctrine celtique en l'immortalité de l'âme, puisque les druides croyaient profondément que la conscience perdurait à la mort des individus et pouvait se réincarner. Certains auteurs ont d'ailleurs comparé leur doctrine à la métempsychose des pythagoriciens. Donc il y a de nombreux parallèles entre ces deux doctrines. Et au niveau des divinités, c'était une spiritualité qui était à la fois polythéiste. Il y avait toute une série de divinités différentes, mais sous cette diversité de divinités, la religion celtique avait une tendance au monothéisme, c'est-à-dire que toute cette pluralité de divinités reflétait en fait finalement la manifestation d'une divinité principale qu'ils vénéraient. Donc à la fois polythéiste, mais avec une tendance au monothéisme au fond de la doctrine. Dans le fond, ils étaient un petit peu, comment on peut dire, ils étaient concurrents au christianisme parce que il y a quand même des similitudes. Ils croyaient
dans une autre vie, ils croyaient dans une sorte de paradis. Est-ce que c'est pour ça justement que les premiers chrétiens ont voulu les éliminer? Alors, la raison pour laquelle le druidisme a progressivement disparu est assez complexe. Il faut savoir que la société celtique a traversé 2 chocs culturels, avec en tout premier lieu l'invasion romaine, où là, effectivement, il y a eu un grand choc culturel et une modification de la culture celtique. Et puis après, lorsque le christianisme a été adopté par l'Empire romain, là, c'est la nouvelle religion qui s'est imposée également aux survivants de la tradition druidique. Et là, il y a eu une espèce de confrontation quand même entre ces deux modes de pensée qui étaient assez différents, puisque même si on peut relever des similitudes, le druidisme était plus une philosophie axée sur très proche de la nature, axée sur avec plusieurs divinités, donc elle n'était pas exclusivement monothéiste, contrairement au christianisme. C'était une tradition orale avec un enseignement qui n'était pas consigné par écrit, contrairement au christianisme où là il y a une tradition écrite dictée par un prophète, tandis que là dans le cas de la religion druidique, l'enseignement n'était pas révélé comme venant d'un individu qui aurait reçu une révélation. Donc là il y a des différences assez fondamentales. Et la pensée druidique était plus d'ordre holistique et panthéiste. Et du coup, il y avait quand même certaines incompatibilités de doctrine et de croyance. Et là, on connaît un peu la manière dont le christianisme a pu se comporter dans les siècles passés, où ils se sont parfois montrés intolérants vis-à-vis des autres cultures. Et là, ils ont voulu imposer de manière assez brutale leur vision des choses, et les druides ont progressivement été éliminés. Certains ont d'ailleurs été exterminés. Mais donc là, c'est plus une attitude intolérante de l'Église vis-à-vis des autres cultures. Est-ce qu'il y a des sortes de similitudes, pour vous qui êtes scientifique, entre la façon dont les druides concevaient la science et la façon dont quelqu'un comme vous, un scientifique du XXIe siècle, la conçoit? Je pense qu'ils avaient une approche assez scientifique effectivement des choses, puisque la philosophie druidique était avant tout basée sur l'observation, sur l'étude de la nature dans ses différentes manifestations et dans ses différentes disciplines. Ils avaient une vision assez holistique. C'était finalement des espèces d'esprit universel. Ils voulaient essayer d'apprendre à connaître chaque chose au niveau des différentes sciences de la nature. Donc une approche basée sur l'observation et sur l'interprétation, ce qui rejoint finalement une certaine approche scientifique aujourd'hui, qui est basée notamment sur l'observation de la nature et essayer de mieux comprendre les choses à partir des observations qu'on peut faire sur le terrain. Merci à vous Mathieu Alford d'être venu nous parler de ce livre et de nous avoir fait découvrir cet univers druidique. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions L'Harmattan, De la science ésotérique des druides aux sciences modernes, regard contemporain sur la spiritualité des Celtes. Alors avant de vous laisser partir, vous les auditeurs, je vais vous demander 2-3 petites choses. Vous prenez l'habitude de liker quand vous aimez, c'est très bien. N'oubliez pas aussi de partager bien sûr sur les réseaux sociaux les interviews d'Eric Cooper, et puis abonnez-vous, ça vous permettra d'être tenu au courant du prochain podcast. Vous laissez un commentaire. D'avance, merci, à bientôt et que la force soit avec vous. Ça y est, c'est fini.